Taxi FM 93.1, au cœur des grands événements. Vers de l'actualité sans concession et sans langue de bois. Taxi Presse, tous les jours de 11h à 12h30 avec Irrigator. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce mardi matin sur la radio Taxi FM Lomé. Taxi Presse de ce mardi, c'est avec Fioklou à Danglenou, le patron de Journal Enquêteur, Acha Ibrahim, le patron de Journal Temps Nouveau, Thierry Afanogo, le patron du site internet gapola.net et Ambroise Ponjo, le patron de Journal des Guardians. Ensemble avec eux, nous analyserons et commenterons l'actualité socio-politique de notre pays. La semaine politique au Togo risque d'être tendue. La coalition de 14 maintient ses manifestations sur les itinéraires initiaux. Le gouvernement renvoie toutes les marches dans le seul canton de Baie. Beaucoup de commentaires dans l'opinion. Vous l'entendez depuis quelques jours. Nous reviendrons beaucoup plus sur le sujet ce matin. Taxi FM 93.1. D'abord, la une des journaux qui sont dans les kiosques ce matin, le quotidien Liberté. Liberté qui parle de la hiérarchie des forces armées togolaises ce matin. Les non-dits des promotions surprises avec la photo, bien sûr, des deux généraux. Yark Damran, il faut s'habituer à cela désormais. Et Abalo Félix Katanga, vous lirez l'article à la page 3. Le Front citoyen Togo debout qui répond à Gilbert Bawara. La société civile que veut Bawara, c'est celle qui garderait silence face à un gouvernement qui pille les ressources du pays, a déclaré donc les responsables du Front citoyen Togo debout hier devant la presse. Vous lirez la réaction dans le journal Liberté à la page 2. Le personnel de la santé va bouder la cérémonie de contractualisation, c'est ce qu'a annoncé le confrère ce matin. Et puis les vrais coûts des prestations liées à l'immatriculation des véhicules de 2 et de 3 roues, à lire à la page 6 du journal Liberté. Le quotidien Togo Matin qui parle également de la contractualisation du CHU Sylvanus Olympio. Fort Gnassingbé donne de là aujourd'hui, écrit le confrère. Le journal qui revient également sur les marches des 25, 26 et 28 avril. Seuls les nouveaux itinéraires doivent être utilisés, écrit donc le ministre de l'administration territoriale dans un courrier aux responsables de la coalition de 14 partis politiques de l'opposition. Et puis, errements syndicaux, mésentente entre la CZ et une partie de sa base. Le confrère en parle aussi ce matin. Et aussi de la journée mondiale de la Terre, l'édition 2018 consacrée à la lutte contre la pollution plastique. Vous lirez l'article dans le quotidien Togo Matin. Le billet hebdomadaire, l'alternative, les Togolais dans les rues, les 25, 26 et 28 avril, vers une semaine mouvementée, annonce déjà le confrère l'alternative. Et selon Afro-Baromètre, 53% des partisans d'UNIR ne veulent plus de Fort Gnassingbé. Vous lirez l'article dans le journal. Et aussi, chronique politique du journal, Ekoué-Folie, le vrai mauvais perroquet du droit, écrit l'alternative ce matin. L'autre billet hebdomadaire, c'est l'éveil de la nation. L'éveil de la nation qui parle de la marche de la coalition des 25, 26 et 28 avril. Le gouvernement reste intraitable sur les itinéraires. Et la coalition des 14 partis renoue avec donc la rue. Le processus électoral doit-il reprendre son cours normal ? Se demande notre confrère. Le journal qui renseigne également par rapport à l'immatriculation des engins à la direction des transports routiers et ferroviaires. Aucune réduction des coûts n'est envisagée, martèle notre confrère qui s'appuie donc sur le communiqué de la direction des transports routiers et ferroviaires ces derniers jours. Et puis nouvelle politique gouvernementale dans les hôpitaux du Togo, la contractualisation démarre ce jour au CHU Sylvanus Olympio, d'ailleurs Fort Gnassingbé y était ce matin pour lancer donc les travaux. L'Union pour la patrie maintenant, le billet hebdomadaire. Après les résultats positifs enregistrés à Atakpamé, la contractualisation arrive au CHU Sylvanus Olympio. Un autre sujet lié donc au lancement officiel d'un ambitieux projet d'habitat. La Caisse nationale de sécurité sociale offre 599 logements à Lomé avec résidence Renaissance. Et puis dans la perspective de la mise en œuvre du plan national de développement, une mission de la Commission économique pour l'Afrique appuie le Togo dans la planification de l'économie bleue et du tourisme. À lire dans l'Union pour la patrie dans les kiosques ce matin.
Vous avez le journal Canal D qui revient dans les kiosques ce matin. Le confrère parle également du sondage sur les réformes constitutionnelles. Selon Afrobaromètre, la majorité des Togolais adhèrent autant à l'esprit qu'à la lettre de la Constitution de 1992. L'article a découvert la page 3. Promotion de l'entrepreneuriat, un programme alléchant pour 1000 jeunes entrepreneurs attendus le 26 avril au FOGEC 2018. Et puis par rapport donc à la célébration de la fête de l'indépendance, dans la division, finalement, écrit le journal, sur un fond des marches de l'opposition autorisées par le gouvernement, mais confinées dans le canton de Baie. À lire dans le journal Canal D. Et le dernier journal avec nous ce matin, c'est la Nouvelle Tribune. La Nouvelle Tribune qui parle de la santé publique avec le retour de la grippe aviaire. Les précautions à prendre, c'est à découvrir dans le journal La Nouvelle Tribune. La C14 marche le 25, 26 et 28 avril. Le PNP imprime son calendrier. Et revoilà Tipeee, s'exclame le journal, comme pour dire qu'on ne l'entend qu'à la veille des manifestations de l'opposition désormais. Fin de la crise dans le secteur de l'éducation, le protocole d'accord, c'est ce que le confrère nous propose à la page 3, et puis un entretien également avec le directeur général du groupe Ecobank, Adé Ayeyemi. Nous n'avons peur de personne, déclare-t-il dans les colonnes du journal La Nouvelle Tribune ce matin. Voilà pour les journaux qui sont dans les kiosques ce matin, en tout cas pour ce que nous avons avec nous en studio. Outre La Nouvelle Tribune, vous avez le journal Canal D, le billet hebdomadaire L'Union pour la Patrie, le billet hebdomadaire L'éveil de la Nation. Vous avez l'autre billet hebdomadaire L'Alternative, le quotidien Liberté. Vous avez le quotidien Togo Matin. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Merci de nous écouter sur Radio Taxi FM Lomé à l'heure de Taxi Presse et ce matin, comme annoncé, en studio, Fioclou à Danglenou, le patron du journal L'Enquêteur. Bonjour Fioclou. Bonjour Saint-Éric, bonjour aux auditeurs et auditeurs de Taxi FM. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour à Acha Ibrahim. Bonjour Eric, bonjour aux passagers de notre taxi. Et rebonjour à Thierry Afanokoué. Oui, bonjour Eric et bonjour à tous ceux qui sont à l'écoute. Vous savez que vendredi prochain, ce sera le 27 avril et c'est une date très importante pour les Togolais. Vendredi prochain, ce sera le 58e anniversaire de la cession de notre pays à la souveraineté internationale. Et à cette occasion, un programme a été concocté par le gouvernement togolais. Alors, quand on jette un coup d'œil sur ce programme, outre le jour d'incidence qui est un vendredi, donc un jour férié, c'est-à-dire que la veille, il n'y a que demi-journée dans notre pays, vous resterez à la maison jusqu'à mercredi. Oui. Un petit congé pour ceux qui sont dans l'administration, un manque à gagner forcément pour ceux qui font de petits boulots et qu'à travers cela, ils vont nourrir leur famille. Est-ce que ça vous pose un problème, Thierry Afanokoué? Je dirais que c'est une bonne chose parce que quand on court de gauche à droite, à un moment donné, il faut se reposer pour récupérer, pour se relancer. Sauf que pour notre pays, étant donné que nous traversons des moments difficiles par rapport à la crise, nos économies, nos finances sont au rouge et ça serait un manque à gagner pour l'État togolais, vous l'avez dit, et de même pour les particuliers, les privés. Alors, je ne sais pas trop ce qui a motivé le gouvernement à férier le lundi. Puisque déjà le samedi, les activités qui vont marquer donc le 58e anniversaire de notre indépendance prennent fin et on a le dimanche pour récupérer. Voilà que le gouvernement décide de nous accorder aussi le lundi et le mardi c'est le 1er mai. Seul le gouvernement est habilité à nous expliquer le pourquoi cette décision a été prise. Mais on aurait souhaité que le lundi on puisse renouer avec les activités. Et là on constate que le week-end sera long et ça demande beaucoup de moyens financiers
pour pouvoir supporter. Ça fait quand même une semaine presque qu'on restera à la maison. Je dirais qu'à ne rien faire, mais quand on est dans l'administration, c'est presque à ne rien faire, puisque dès jeudi à midi, c'est parti pour mercredi matin. Acha Ibrahim, vous parlez très souvent des questions de développement, des questions de l'économie. Est-ce que ce n'est pas un véritable problème pour notre économie, au moment même où, selon une enquête de CCIT, depuis la crise économique, depuis la crise politique, l'économie du Togo balbutie, les hommes d'affaires se plaignent sérieusement. Et ce constat a été fait par l'État togolais. Le FMI qui était dans nos murs il n'y a pas longtemps l'a relevé aussi. Et dresser le programme comme tel, est-ce que ce n'est pas un problème? Peut-être que le vendredi, on n'a pas souhaité que le 27 tombe sur un vendredi, mais le 30, qui l'a dit. Oui, tout à fait. Et le véritable problème, c'est que c'est lundi qui pose problème. Sinon, au fait, le programme tel que concocté, il n'y a pas à proprement parler de dysfonctionnement majeur. Parce que quand on prend la veille, c'est à partir de 18h qu'il y aura ce que nous appelons communément la retraite au flambeau et éventuellement le fait que le chef de l'État aille allumer la flamme de l'indépendance, le flambeau qui se trouve au niveau du monument de l'indépendance. Voilà. Et en dehors de ça, dans les préfectures aussi, ça se fera d'une manière ou d'une autre. Bon, le jour J, c'est-à-dire que le vendredi, il y aura la commémoration de l'anniversaire de notre indépendance. Et le samedi, ce serait peut-être l'apothéose avec le match qui va opposer les deux équipes, Koroki et Gomido, pour la Coupe de l'Indépendance. Dimanche, tout le monde est au repos. Mais lundi, férié, c'est ce que nous n'arrivons pas à comprendre. Surtout que le lendemain, mardi, c'est le 1er mai déjà. Et la fête des travailleurs ou bien du travail, et les gens seront pratiquement en fête. Vous comprenez? Et donc c'est pour lundi qui pose problème. Mais quand on passe ça sur le plan économique, vous venez de le dire, c'est des manques à gagner et c'est des retards que nous accusons. Surtout que ces 8 derniers mois, le Togo n'a pas connu un moment d'activité assez intense pour pouvoir maintenir le cap du développement, le cap de l'alternance. Si je prends le côté secteur éducatif, vous avez vu ce qui s'est passé. Les élèves sont en train de voir comment rattraper le programme, mais on a encore des jours fériés comme ça. Vous comprenez que c'est encore des tares que les élèves vont traîner. Quand nous prenons le secteur de la santé, il y a eu des grèves aussi là-bas, et vous comprenez que si on reste encore à la maison, vous voyez ce que ça va donner, sans parler des activités économiques. La Chambre de commerce et d'industrie du Togo a eu à sonner l'alerte comme quoi les marches, les manifestations et la crise économique, la crise politique plutôt togolaise a eu des impacts sérieux sur l'économie togolaise. Donc si on reste encore à la maison, c'est des problèmes. Moi, ce qui me pose problème, c'est quoi? C'est que si c'était une commémoration assez fastidieuse, quand on parle du cinquantenaire du Togo et qu'on déroule le programme ainsi, je pense que ça serait encore plus attractif, et ça va aller dans le sens d'une commémoration, comme on le dit, inédite. Mais quand c'est le 58e anniversaire et vous voyez un peu l'état du Togo, après 58 ans d'indépendance, le Togo n'est pas proprement parler un état enviable. On doit être interpellé par ça. Sur le retard que nous accusons et surtout le problème politique. Parce que sous d'autres cieux, quand ils fêtent l'anniversaire, ils ne fêtent pas l'anniversaire avec des problèmes de constitution. Un pays indépendant, ça fait qu'en 8 ans, on a encore des problèmes de constitution. Ça voudrait dire que la base même de la République n'est pas stable. C'est dommage. Ça, il faudrait que les dirigeants prennent conscience et voient dans quelle mesure on peut aller vite vers les réformes constitutionnelles et institutionnelles pour donner une base solide à notre République. Très bien. Bonjour Ambroise, bonjour. Oui, Eric, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour tous ceux qui sont à bord du taxi. Merci d'avoir fait l'effort d'être avec nous ce matin parce que c'était pas évident. Vous êtes très occupé aujourd'hui, vous avez tenu à être avec nous ce matin. Merci d'être là. Fiokolo, en réalité, quand nous posons ce débat là ce matin, c'est beaucoup plus par rapport au fait qu'il y a, selon plusieurs constats, trop de jours fériés au Togo, un petit peu comme dans plusieurs pays en Afrique. En Afrique et au Togo, on chante beaucoup, on danse aussi beaucoup, on reste beaucoup à la maison. Après, on se plaint que l'économie ne marche pas véritablement. On chantait, on dansait, ou bien on chante, on danse. On chantait, on dansait, mais ça ne continue pas, ce n'est pas le cas. Merci de rectifier. Oui, il fallait rectifier.
Bon, aujourd'hui, bon, il est bien vrai que les événements de l'avènement du 27 avril, les manifestations prennent fin après la finale du samedi. Oui. Nous avons le jour de repos, certes le dimanche, mais l'autorité a souhaité accorder chômer le lundi. Comme l'a dit mon petit frère Thierry, c'est le gouvernement seul qui pourra nous donner la raison de ce jour férié. Par contre, moi je pense qu'il se pourrait aussi que comme il y a la fête du 1er mai et que les gens ne sont pas au service, les services peuvent s'organiser à partir de ce lundi-là pour pouvoir mieux organiser le 1er mai, surtout au niveau de l'administration. C'est ce que moi j'ai pensé à ce niveau. En même temps, le lundi, quand on ne va pas au boulot, on pourra être pénalisé. C'est-à-dire que les banques ne fonctionneront pas. Dès jeudi, disons-le à l'auditeur, à midi. Dès jeudi, à partir de midi ou 11h30, ça veut dire que tout est à l'arrêt. Et le samedi 28, les banques vont rouvrir les portes. Oui. Les banques vont rouvrir le samedi. Avec toute la peine. Elles vont faire demi-journée. Elles vont faire demi-journée. Ce n'est pas une semaine plate comme on le dit. Hein. D'accord, très bien. Même FISAC aussi ouvre les portes les samedis. Oui. D'abord, la question même du jour férié. Moi, ça ne me pose pas tellement de problème. Très bien. Parce que je me dis que, bon, c'est vrai, le gouvernement n'a pas l'habitude de férier les jours. Les jours sont déjà calés sur le calendrier. Les jours qui sont officiels, le 1er mai, le 27 avril. Sauf qu'il y a une certaine contiguïté des dates. Ce qui veut dire que si on vous laisse le lundi, les gens sont déjà entrés dans la fête jusqu'au dimanche, fatigués. Ils reprennent le lundi et en même temps le mardi, ils retombent dedans. Ce n'est pas évident. Et les gens, ça dit que moi je comprends le jeu du gouvernement, je ne le défends pas. Parlez-vous. Le 1er mai, c'est la fête de l'indépendance. La fête du travail. Le 1er mai et le 27 avril. Oui, le 27 avril vient avant. Le 1er mai, c'est quel jour? C'est le mardi. Justement, c'est ce que j'ai dit. Le 27, c'est le vendredi. Oui. On fait le 25, on tombe dans le week-end. Oui. Le week-end, les gens, en principe, devaient reprendre le lundi. Si c'est qu'il n'y avait pas le mardi, parce que les gens, aussitôt, se reposer, les gens reprennent le lundi et en même temps, ils vont encore rester. Il peut y avoir un souci, les gens ne viendront pas au boulot. En même temps, ils fêteront beaucoup plus. Non, mardi, et seront contraints d'être au boulot le mercredi. Oui, ça je sais, mais on ne peut plus férier le mercredi. Parce que le lundi, là, fait le pont entre la fête du 1er mai et les repos du week-end. En principe, les gens sur le repos, ils doivent reprendre le lundi. Mais je me dis, s'il n'y avait pas le 1er mai devant, personne ne devait férier le lundi. Maintenant, ça c'est le côté férié des jours. Donc pour moi, ça ne me pose pas de problème. Mais ce que je sais, par rapport même à la fête, les Togolais, quand vous voyez le communiqué officiel présentant le programme de la fête... Est-ce qu'on a une idée de ce que coûte... Excusez-moi, on va répondre autrement de vous dans le débat. Est-ce qu'on a une idée de ce que coûte un jour férié à l'État togolais? Oui, c'est 1 milliard de francs. Ce n'est pas du chocolat quand on demande aux gens de rester à la maison. C'est-à-dire, c'est 1 milliard de francs qui partent. Je donne juste l'exemple du port. Tout ce que Cotec et autres vont prendre, qui vont rentrer, tout ce que la douane va prendre, tout ce que les impôts vont prendre le jour-là, ils ne prendront pas. Donc, je ne suis pas du domaine techniquement pour pouvoir l'évaluer, mais je sais que c'est 1 milliard que ça coûte. Je reviens maintenant à mon sujet. D'accord. Et ce sujet-là, c'est le fait qu'on vous dise qu'on va fêter réjouissant dans les quartiers. Juste sincèrement qu'il enlève cette phrase-là dans le programme. Qui va rester le jour dans quel quartier? Vous allez dans les quartiers mater des gens, réprimer des gens, vous leur demandez au cours de 27 avril. Le débat n'est pas à ce niveau-là. Non, le débat est justement à ce niveau. Les gens n'ont pas l'âme tranquille. Les gens ont l'âme perdue. Les gens veulent l'alternance et la démocratie. D'accord, nous sommes en indépendance. Le problème ne leur imposez pas la joie. La joie ne s'impose pas. Excusez-moi, le problème Togo ne se résume pas qu'à l'alternance et à la démocratie. Oui, malheureusement. Il nous semble que le Togo a plus de problèmes que ça. Oui, le problème, le premier, c'est la politique. C'est le problème d'ouverture, d'alternance et de démocratie qu'on n'a pas, qui crée les autres problèmes économiques et sociaux. Ça veut dire que aujourd'hui, si on demande dans un communiqué réjouissance dans les quartiers, mais allez voir dans les quartiers s'il y a réjouissance, effectivement, c'est les âmes qui sont perdues, qui s'agonisent et qui cherchent même. Alors, raison de plus pour qu'on ne férit pas, puisque les gens ne se sont pas réjouis. Je suis d'accord qu'on ne férit pas. Ah, d'accord, là. Non. Parce que les gens ne se sont pas réjouis. Mais la fête de l'indépendance,
c'est un jour qu'on doit fêter parce que c'est une fête nationale. Sauf que ceux qui dirigent le pays, ils sont déjà en déconfiture avancée. Ceux qui dirigent le pays ne sont plus légitimes aux yeux du peuple. C'est ça la réalité. Aux yeux de quel peuple? Mais vous savez, quand on me parle de ça, chacun son peuple, il y a une majorité quand même qui se dégage. Il y a une majorité, selon l'Afrobaromètre, qui demande que, même au sein de l'Union, on demande que Ford dégage. On va en parler tout à l'heure. Oui, je voudrais ajouter que ce genre de situation, ce n'est pas au Togo seul que ça se passe. Hein. On a souvent ces cas en Europe, surtout en France. Est-ce qu'on appelle dans le contexte oui, le fond, en Europe, en Europe maintenant, la tendance est même supprimer le week-end. On excite les travailleurs à venir au boulot le week-end maintenant. Dimanche. Le dimanche, oui. Chez nous, ça ne va pas encore à ce niveau. Je voulais qu'on avance maintenant, on va parler politique. Est-ce que vous voulez acheter un mot? Oui, non, par rapport au jour férié, c'est pour dire que on fête et on se repose. Mais quand on se repose avant de fêter, vraiment, je n'arrive pas à comprendre. Ça pose un problème. Oui, juste placer un mot concernant l'indépendance, je crois que le gouvernement ou l'autorité doit tout faire pour intéresser tous les Togolais par rapport à cette fête. Ambroise l'a dit tout à l'heure. Il y a une division aujourd'hui. Oui, Ambroise l'a dit tout à l'heure qu'on parle de réjouissance dans les quartiers, populaire dans les quartiers, mais cette fête-là, beaucoup ne se retrouvent pas malheureusement dedans. Donc, il est de bon temps. Nous avons célébré. Non, les gens se retrouvent. Il y a une confusion de langage. Voilà. Non, c'est la fête au 3 janvier dans lequel. Excusez-moi, non, quand je parle du fait que les gens ne se retrouvent pas là-dedans, c'est par rapport à la mobilisation, l'engouement que cela doit susciter chez tous les Togolais. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors, pourquoi est-ce que les Togolais ne sont pas enthousiasmants vis-à-vis de cette fête? Il y a le côté politique qu'il faut souligner, parce qu'il y a une forte opposition dans le pays. Il y a des gens qui ne se retrouvent pas dans l'action gouvernementale. Donc lorsqu'il y a des programmes... dure depuis des années finalement. Bien évidemment, parce qu'il y a toujours des problèmes, il y a toujours les mésententes, il y a toujours l'incompréhension par rapport à la manière de gérer le pays. Vous savez que s'il y avait unanimité sur la gouvernance qui est faite de notre pays, je pense que ça ne poserait pas de problème. Mais les gens sont divisés, les gens ne comprennent pas. Parfois, c'est des interférences monstres qui arrivent sur le terrain politique. Ça fait que je vais parler des influences ethniques, religieuses et tout ça là, qui font que les Togolais aujourd'hui ne s'entendent pas. Et surtout qu'il y a un problème sérieux de réforme constitutionnelle et institutionnelle. Les Togolais sont très amers vis-à-vis de leurs dirigeants. Et ça fait que quand il y a un programme officiel, il y a beaucoup de Togolais qui préfèrent faire bande à part, aller se réjouir, mais ils ont en esprit l'indépendance de notre pays. Oui. Ils ont en esprit de rendre hommage aux braves lutteurs pour l'indépendance de notre pays, et ils ont en esprit aussi que le Togo, lors de l'humanité, puisse être au rendez-vous dans un futur proche. Alors, je voulais juste ajouter, oui, bien sûr, mais pour relancer le débat. Oui, ça me rappelle l'indépendance fêtée au temps de en 92, 27 avril 92. Au temps de la transition. Oui, je me rappelle, c'était une réjouissance populaire. J'étais à la plage, les Djokiki, je ne sais pas si beaucoup de gens se rappellent de ce nom-là. C'est-à-dire, on était à la plage. C'est ça le 27 avril. Comme ça s'est passé en 60, au temps de Olympio. Depuis les deux événements-là, d'abord le premier que j'ai vécu historiquement et le second moment des fêtes, je vous dis que aucun Togolais dans la tête pour célébrer ça, parce que d'abord les gens ont faim, les gens sont préoccupés par un changement à la tête de l'État, par la méthode, les changements même au niveau de la gouvernance de l'État. Alors, je vais donner l'exemple. En France, il y a tout le temps des débats où les politiques ne s'entendent jamais sur la politique est imprimée au sommet de l'État, mais quand le 14 juillet arrive, ils se retrouvent. Ils sont tous ensemble. Oui, vous savez que la France est une bonne et grande démocratie. Depuis la révolution, on a des chemins, depuis la révolution de 1749 et 1789, on a compris que quand il y a des événements, l'opposition et le pouvoir en place se trouvent dans la même loge, dans la tribune officielle, font des débats ensemble et ils se respectent. Et c'est au niveau des élections qu'on reconnaît le parti qui a le plus de militants et de voix. Et c'est ce que nous avons, et qu'en France, il y a toujours l'alternance entre la gauche et la droite. C'est lors des présidentielles de
la dernière fois que les choses ont changé. Ce n'est plus comme avant. Et le Parti socialiste et la droite l'embattement a échoué. Et les Français ont voulu du nouveau. Et le résultat est là. Et ce résultat, c'est le jeune président Macron. Très bien. Oui, Eric, oui, juste placer un mot par rapport à l'engouement. Cela est dû aussi que ce manque-là, cela est dû aussi au fait que longtemps, on n'a pas donné la valeur qu'il faut à cette fête. Parce que cette fête, je dirais, a été ressuscitée sous Faure Gnassingbé. Peu importe tout ce qu'on peut lui reprocher. C'était difficile à un moment donné de chanter à Blori Badia. Ah oui. C'est la conférence nationale qui a ramené le 27 avril. Donc c'est tout un travail, c'est toute une marque. Je crois qu'un jour on va y arriver. Très bien, ben on espère vivement ce jour-là. Au gouvernement maintenant, tous ceux qui sont au pouvoir, tous ceux qui sont à des postes de décision dans le pays, de faire en sorte que les citoyens se retrouvent en eux. C'est une question de légitimité, c'est une question de confiance que les citoyens ont envers leurs responsables. Et si les responsables se comportent bien vis-à-vis des citoyens, je veux parler des brimades, des répressions, de tout ce que nous avons, les rafles et tout ça là, ça crée une certaine inimité, ça crée un certain sentiment de frustration qui fait que les populations ne vont pas accepter aller s'asseoir avec ceux qui passent leur temps à les bastonner, à les réprimer dans les rues et à exercer toutes sortes de violences sur eux, vous comprenez. Et donc il faudrait qu'on recrée l'harmonie entre gouvernants et gouvernés dans notre pays. Je pense que ça se fera. M. Faure Gnassingbé a tout fait pour redonner un sens à la politique togolaise parce que par le passé, ce qui se faisait, ce n'était pas évident. Bon, maintenant, il faudrait qu'il maintienne le cap et que s'il y a des gens qui veulent mettre un peu de grain dans son système, il faudrait qu'il fasse un effort nécessaire pour les extirper de manière à ce que la confiance que le système est à terme. Puisse pouvoir aller loin. Le système est à terme. Il ne faut pas nous inventer la roue. La roue a déjà été inventée. Eux, ils ont expérimenté pendant 51 ans. Le père a fait 38. Le fils vient de faire 13 ans. Ça dit qu'on est à terme de tout ça. Il y a Acha Ibrahim qui peut devenir président de la République. Acha Ibrahim peut devenir président de la République. C'est de ça que nous parlons. Nous parlons de la légalité. C'est cette histoire de légalité. Nous restons dans la légitimité. Ce que nous voulons, est-ce que tout cela est légitime? Non. Ce que nous voulons, c'est quoi? C'est qu'il y ait de l'harmonie au sein du pays, qu'il n'y ait pas des... Vous ne suivez pas il n'y a pas de tensions, il n'y a pas de divergence, il n'y a pas des sentiments de frustration dans le pays. Nous voudrons que ce soit une nation unie, une nation où la cohésion est la chose la mieux partagée et que les Togolais, dans l'ensemble, dans... Merci beaucoup. Je voulais tout à l'heure qu'on parle des prochaines manifestations de l'opposition à partir de demain mercredi, jeudi et puis samedi. C'est le programme tel que concocté par la coalition de l'opposition. Mais avant, Acha Ibrahim, vous avez sorti un mot tout à l'heure, vous avez parlé de rafle. Oui. Entre-temps, on vivait ça il y a longtemps, mais depuis quelque temps, ce phénomène est revenu. On a vécu il y a 2 semaines dans les environs d'Adido Gomé et consorts, des citoyens qui ont été arrêtés. Selon plusieurs informations, ont été conduits donc à la gendarmerie, ont été lagués sur le terrain là-bas durant toute la nuit jusqu'au matin. Et eh bien, le week-end dernier, le même phénomène s'est produit au niveau d'Agoué, Zongo, Champ de Tir, Bernard Copé, selon plusieurs informations. Qu'est-ce que cela évoque en réalité, Fioclo d'Anglenou? Ces rafles. Là, je ne peux pas vous dire que je maîtrise les contours de ces rafles. Parce que je sais que les forces de sécurité et de défense, quand elles sont en mission, elles ont l'obligation de respecter l'objet de leur mission. Et je ne suis pas dans le secret des dieux pour savoir pourquoi ils font ce genre de rafles. Est-ce qu'en même temps, ça ne crée pas un problème finalement d'insécurité dans le pays? A priori, c'est pour peut-être sécuriser les quartiers, les villes, mais quand ça crée je dirais des dommages un petit peu aux citoyens, est-ce que ça ne pose pas un problème? Ambroise Ponjo. Oui, d'abord, Vous avez vécu ça? Non, d'abord, je ne reste pas trop dans la nuit. Parfait. Beaucoup de chance. Oui, non, je ne suis pas noctambule. Il y a des noctambules. Il y a des gens qui restent dans la nuit. C'est malgré aussi. Oui, parce qu'il y a des gens qui font du boulot de nuit. Voilà. Il faut les respecter en ce sens. J'ai suivi un audio qui disait qu'un gendarme a
arrêter un monsieur, lui demander la carte. Ils étaient à deux sur la moto. Il dit bonjour, bonjour monsieur. Il dit il a insulté imbécile. Pourquoi il insulte? Il faut comprendre qu'il comprend français. Maintenant, il demande la carte. Le gars n'a pas sa carte, mais ils ne sont pas loin du quartier, de son quartier. Il a appelé son petit frère d'amener la carte. Le petit frère est venu, c'est lui qui a subi tout le coup. Pour avoir eu le courage d'aller chercher la carte, lui, il a eu de sérieux problèmes. Vous savez, dans les années 93, il y avait eu ces patrouilles là. On vous fait boire même la boue à le sol. Vous nagez, Casabois et tout ça là. Ça, c'est autant d'Yadema. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, autant d'Yadema, il n'y avait pas de milice. Dans ce climat bizarroïde que nous constatons ces derniers temps, et que des bérets rouges, vous allez les voir en plein ville comme tout le mai assiégé, et des bérets, des militaires en lieu de place des gendarmes. Et on vous dira que c'est l'effectif qui n'est pas suffisant. Maintenant, déjà à 21h, 22h, les rafles commencent sur des honnêtes citoyens. Je me demande pour qui ces militaires ou ces bérets rouges sont là. Ils sont là pour protéger les citoyens ou pour protéger qui? C'est les gens qui sont là pour défendre le territoire. Mais on a compris que leur mission, essentiellement en cette période, est une mission de terrorisation. C'est-à-dire que le mieux, c'est surtout la zone dans laquelle on considère qu'il y a des marches, que les gens ont des velléités de quitter pour aller marcher là. Surtout porter le rouge à un moment donné. Et à Kosongo, ça devient un crime. Oui. C'est comme une bastion du PNP aujourd'hui. Quand vous voyez ce qui se passe à Kwaratao et à Gazongo et à Palimé, à Zongo aussi à Palimé, oui, vous comprenez que il y a une certaine visée politico-ethnique qui est en train de se lier. Je n'invente rien. Parce que moi, je ne peux pas porter mon rouge. Moi, j'adore le rouge parce que d'abord, c'est la passion. Et peut-être ça constitue la danger. C'est moi. Et même le bleu d'azur, qui est ma couleur depuis, est devenu réuni aujourd'hui. Et donc, je me dis que, quelque part, il ne faut pas qu'il y ait amalgame. Nous sommes en politique. En politique, il peut y avoir des adversaires. Mais les adversaires ne sont pas des ennemis. Sauf qu'au Togo, des fois, les adversaires deviennent des ennemis à abattre. Et tous leurs contingents, c'est-à-dire les vassaux là, c'est-à-dire les militants là, il faut les abattre. Non. Fort Gnassingbé partira, quel qu'il soit, et demain, le Togolais viendra diriger le Togo. Mais il ne faut pas qu'après son départ, le Togo devienne un chaos. Parce que je connais le cas du Rwanda, où il y a plus d'1 million de morts. Mais le Rwanda est aujourd'hui un modèle. Le cas de la Sierra Leone et du Libéria, 300 000 morts. Aujourd'hui, il y a la démocratie dans ce pays-là. Mais le Togo aussi connaîtra ça. Donc, on ne peut pas monter les militaires ou les corps habillés contre leur propre peuple. Ça, c'est dangereux d'abord pour ceux qui dirigent le pays et dangereux ensuite pour les corps habillés qui font ça. Parce que demain, tôt ou tard, ils auront à répondre de ces actes et leurs commanditaires, ceux qui les ont instruits. Et maintenant, c'est dangereux pour la République. Donc, je me dis aujourd'hui, il faudrait préserver ce qui est l'essentiel. Alors peut-être qu'on a besoin d'une explication claire de la hiérarchie. Il ne peut pas te donner d'explication parce que tout ça c'est illégal. Ça n'a aucun sens de l'égalité. Ça ne répond à aucun sens de l'égalité. D'accord, merci beaucoup Ambroise Pondio. Oui, Eric, je crois que c'est regrettable tout ce qui se passe aujourd'hui et on a comme l'impression qu'on est en train de vivre de nouveau les airs de Gnassingbé. Ambroise parle d'une opération de terrorisation. Et Yadema. Est-ce que c'est ça en réalité? C'est possible, sauf que je me dis que ça ne va pas marcher parce que les choses, les temps ont changé. Plus on tente d'intimider, de terroriser la population, le peuple, plus ce peuple et cette population est davantage debout et plus déterminé. Donc je crois que on doit mettre fin à ces pratiques-là. Le chef de l'État, Fort Gnassingbé, doit être beaucoup plus regardant dans tout ce qui se fait et en matière de sécurité et de défense de notre pays, puisque il est non seulement le chef des armées, oui, et il est également le ministre de la Défense. Si ces militaires-là ont été déployés sur le terrain, certainement ils sont sortis pour une mission donnée, et cette mission-là, je veux bien croire que ce n'est pas pour mater les gens, ce n'est pas pour brutaliser la population. Peut-être qu'ils ont des informations que nous
nous n'avons pas. Forcément, bien sûr. Donc il faudrait que leur fiche de mission soit respectée à la lettre sur les terrains. Au cas contraire, ça va envenimer la situation davantage. Aujourd'hui, quand on rencontre ces hommes et femmes qui font la patrouille, parce qu'il y a des femmes aussi parmi eux, on réclame la carte d'identité nationale. Oui, sauf que chez nous, voilà. Voilà. Et ça aussi, c'est un problème aussi. Oui, c'est une défaillance de l'État. On doit nous amener tous à avoir nos papiers, puisque d'une manière ou d'une autre, nous avons besoin de ces documents-là pour nos activités. Et il faut une politique dans ce sens-là. C'est vrai que par moment, il y a la DOSI ou le ministère de la Sécurité avec d'autres ministères qui font des opérations foraines pour permettre à ceux qui n'ont pas ces documents-là de les avoir. Il faut poursuivre cette politique-là et ça va nous éviter aussi des problèmes sur le plan électoral quand il s'agit de faire le recensement, parce que il y a des fois des gens qui n'ont pas les documents nécessaires requis donc pour se faire inscrire sur les listes électorales. Ah oui, bien sûr. Et donc c'est quand même très important finalement aujourd'hui qu'on nous explique ce qui se passe réellement. Oui, je pense que nous aurons des explications et le ministre de la Sécurité le fera. Et sauf qu'au Togo, généralement, on attend des jours d'abord avant de revenir communiquer. Donc, nous allons garder notre mal à patience. Ce qui est sûr qu'ils vont communiquer. D'accord, très bien. Ce qui sous-tend. Merci de me rassurer. Au-delà de... je ne suis pas dans le secret déjà, je me dis, puisque le bazar de la sécurité, comme on le dit, d'expérience, c'est ce que nous avons l'habitude de constater dans le pays. Voilà, donc, concernant les rafles, selon les informations que moi j'ai eues, il y a eu pas longtemps des rafles de ce genre et cela a permis quand même de mettre la main sur des gens qui étaient très recherchés. Parce que on se dit que quand c'est des fouilles, des contrôles inopinés comme ça, les vrais criminels et autres là ne s'attendent pas vraiment à cette chose. L'effet de surprise fait qu'on les arrête. Et quand on procède aux fouilles, on voit les pièces d'identité et autres là, on découvre que voilà, c'était des gens qui étaient fichés, c'est des gens qu'on cherchait. Donc il y a un aspect bénéfique là-dedans. Mais ce qui dérange, c'est que c'est quand ça prend l'allure d'expédition punitive. Quand on brutalise les gens, on les brutalise et autres là, c'est ça qui dérange. Et aussi les heures, c'est-à-dire que dire qu'on procède à des rafles à partir de 21h déjà dans une capitale où la vie est censée être on a vu l'autre fois nocturne et autres là, voilà. Ce n'est pas, sincèrement, c'est que ce n'est pas compréhensible, parce que si ce genre d'opération, si à proprement parler, ça doit commencer à partir de 20h en allant, ça doit être synonyme de ce qu'on appelle souvent le couvre-feu. Oui, et là, il y a un communiqué en bonne due forme qui est passé. Et celui qui s'évertue à sortir à ces heures-là, je pense qu'il l'apprendra à ses dépens. Ici, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de communiqué autour de la chose. Et déjà, à partir de 21h, on commence par arrêter les gens. Ça pose un sérieux problème. Moi, je pense qu'il faut dorénavant revoir l'heure. Si c'est à partir de minuit que ça doit se faire, et les gens sont avertis que jusqu'à minuit, si je n'ai pas de carte sur moi, si je n'ai rien sur moi, je peux éventuellement... Alors, c'est aussi le moment de dire à nos concitoyens qui ont leur papier que à chaque fois que vous sortez de la maison, il faut toujours se munir. C'est pas seulement pendant la nuit. Bien chaque fois que vous sortez de votre domicile, vous devez avoir sur vous votre carte d'identité. Oui, il faut dire que le Togo, de par... On n'est pas habitué. On n'est pas habitué à ce genre de choses. Oui, le Togo est un pays qui se veut jusqu'à preuve de contraire un pays de paix. Dans un pays de paix, vous comprenez qu'on doit être libre aussi. Oui, mais sauf qu'aujourd'hui, sans ces papiers, vous ne pouvez pas avoir accès à certains services. Écoutez ma logique. Allez-y. C'est pour vous dire que le Togo est un État fortement sécurisé. Je ne dis pas militarisé. Fortement sécurisé. Ça voudrait dire que tous ceux qui sont au pays, tous ceux qui sont au Togo se sentent en sécurité parce qu'il y a un travail sérieux qui est fait par les services de sécurité et les forces de l'ordre et de défense pour pouvoir créer une atmosphère de bien vivre et une atmosphère de sérénité dans le pays. Ça fait que les gens sont habitués par cela. Quand les Togolais, de par le passé, même jusqu'à un passé récent, quand on voit un élément des forces de l'ordre, ce n'est pas la panique. Parce que nous ne sommes pas dans un pays de guerre où on va dire que c'est des factions, on va tirer sur toi, on va faire tout cela. Sincèrement, ça ne crée pas de problème. Donc aujourd'hui,
quand ça a commencé par changer, c'est qu'on commence par se poser 1001 questions. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Quel est le problème? Et il y a quoi? Je pense que le ministre de la Sécurité peut communiquer suffisamment là-dessus, mais de tout faire aussi pour rassurer les Togolais, pour dire aux Togolais que ces rafles et autres là, à proprement parler, ne sont pas destinés à punir qui que ce soit, mais c'est pour notre propre sécurité. Très bien, et aussi dire aux concitoyens qu'ils doivent toujours avoir sur eux leur pièce d'identité. Évidemment. Fioklou, pour passer à autre chose maintenant. Oui, on va noter aussi qu'au Togo, nous avons les ressortissants de plusieurs pays de la CEDEAO, et les Nigériens et autres là. Pour être en règle, ils ont l'habitude de faire leur carte de séjour. Et leur consul à chaque fois à côté d'eux. Mais le problème de... Il y a plusieurs parmi eux qui ont leur carte d'identité nationale togolaise. Oui, ceux qui ont la nationalité. Bon, aujourd'hui, le problème de carte d'identité et autres là, il appartient aux autorités d'ouvrir la vanne pour qu'on dérive plus de cartes d'identité à ceux qui détiennent la nationalité. Bon, comme l'a dit mon frère Thierry tout à l'heure, il y a la dossier entre-temps qui avait fait la carte d'identité aux bonnes femmes qui faisaient partie de son association pour pouvoir leur permettre certaines opportunités au niveau des banques et autres. Donc aujourd'hui, avec la décentralisation en cours, je pense que ça sera mieux géré. Puisque c'est ces mairies qui vont désormais établir les listes électorales et autres là, ce qui permettra à tout un chacun de mieux s'identifier. Très bien. Messieurs, merci beaucoup. On va maintenant parler des manifestations telles que programmées par la coalition de l'opposition. Cette semaine, ça démarre en principe demain, mercredi, jeudi et samedi prochain. Alors, comme il y a 2 semaines, on assiste à un ping-pong entre le gouvernement et la coalition. Il y a 2 semaines, le gouvernement a interdit la manifestation de la coalition de l'opposition. La coalition n'est pas d'accord et a maintenu cette manifestation. La suite, on la connaît. Cette fois, la coalition programme des manifestations. Le gouvernement dit ok, on est d'accord, sauf que à Lomé, vous ne pouvez manifester que dans le seul canton de Bain. Parce que voilà, sur l'itinéraire que vous avez proposé, les riverains se sont plaints plusieurs fois. On ne vous autorise pas. Alors, cette guerre a commencé depuis encore quelques jours. Nous sommes à la veille de la manifestation. Ambroise, bonjour. C'est sûr que demain, il va y avoir sur les points de ralliement tels que proposés par l'opposition des forces de l'ordre et de sécurité, il peut y avoir des gaz lacrymogènes, des courses-poursuites, les jeunes qui vont tenter de défier l'ordre établi par l'autorité, des blessés peut-être, on ne souhaite pas, mais on pourra les noter aussi. C'est ça la République du Togo aujourd'hui. Donc si des riverains se sont plaints, eux ils vont en obstruction à la mise en œuvre de la constitution togolaise. Quels sont ces riverains qui sont plaints? Ils ne nous ont pas montré à la télévision que nous nous plaignons parce que les marches ça nous dérange. Non, ça dit, il ne faut pas que les gens se ridiculisent. Le ministre se ridiculise, je suis désolé. Le ministre vous précise se ridiculise. Peut-être il a une mission, c'est pourquoi on l'a amené là-bas. Mais il ne faut pas qu'il ridiculise tout le pays. La constitution autorise les gens à manifester. Et la loi Boudjoma est claire là-dessus. Mais si vous-même, entre-temps, vous avez laissé les gens marcher, sur toutes ces idées, il n'y a eu aucun problème. Vous avez même demandé au corps habillé de protéger ou d'encadrer la marche. On a vu le ministre qui les a félicités à la télévision nationale. Oui, plusieurs fois même. Vous-même, vous avez félicité. À chaque fois, à la fin même de la marche, 18h, il vient à la télé. Maintenant, même personne vient me dire qu'il y a certains qui sont dérangés dans cette marche-là. Mais non, ça dit que il faut éviter d'être à la risée des moqueurs. Et je dis que, à la limite du ridicule, il y a des comportements de certains de nos dirigeants qui ne tiennent pas aux réalités démocratiques que nous voulons construire dans notre pays. Et j'étais même content que l'opposition ait réagi par rapport à ce communiqué qui est un délit de droit. Parce que, je parle de délit de droit parce que la loi ne peut pas autoriser les gens à manifester, que vous targuez. D'abord, ils avaient tenté par un communiqué, et tout le monde sait qu'un seul communiqué de presse ne figure même pas dans la norme des actes administratifs. Oui. Et même n'a aucune valeur juridique. Donc il s'est retiré maintenant. Il rebondit maintenant que c'est les riverains qui se plaignent.
Quel Ivoirien vous savez, la liberté... Vous ne croyez pas que les citoyens peuvent se plaindre à l'autorité par rapport à ça? Il est de leur droit de se plaindre. Mais s'il y a une grande majorité des populations qui veulent manifester, qu'est-ce que ce citoyen lambda, le 1, le 2 là, peuvent faire contre la manifestation? Il suffit de les encadrer, de ne pas gêner les gens. Et je crois que les manifestants ont eux-mêmes un cordon de sécurité en leur sein qui fait en sorte qu'il n'y ait pas de gabuge sur le long des itinéraires. Vous savez, moi j'ai toujours dit que si vous voulez obtenir quelque chose de ce pouvoir dans ce pays, vous n'allez pas marcher de Bekonji à la plage. Je l'ai dit aux gens de l'ANC. Et ils l'ont compris avec l'arrivée des Tipeee et autres. Ils ont délocalisé maintenant les itinéraires parce que ceux qui sont mécontents ne se retrouvent pas seulement dans Baie. C'est partout, à Guanilé. La preuve, quand ça a commencé, le monde qui s'est déferlé le 19 août là, de l'échangeur, ou de... C'est un pont, pas un échangeur. Du pont, jusque... Mon frère, j'étais là, j'étais ébloui. Une marche ou une manifestation qui s'étend sur 5 à 6 km d'équidistance et compacte. Je n'ai jamais vu ça. Donc c'est pour dire que les gens ont peur. Je ne suis pas content que l'économie soit fragilisée parce que je suis togolais. Mais je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'on vous demande de dialoguer, vous jouez aux faux fuyants, vous jouez aux hypocrites et tout ça là, les gens, c'est leur âme, c'est le seul âme qu'ils ont. Vous pouvez tout faire. Si vous voulez matraquer, demain vous allez répondre devant la justice, quel que soit le temps. D'accord, très bien. C'est comme ça. Oui, Ambroise, il est vrai que le gouvernement le dit aujourd'hui. Est-ce que c'est compréhensible? Oui, il y a la loi Bojuna qui dit qu'il faut informer l'autorité. Oui. Dans la même loi, l'article 12, 13 et 14 disent que si l'autorité voit qu'il doit avoir des problèmes, il peut discuter ou faire des propositions pour l'itinéraire. Et c'est ce qui est fait. Et ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois, ça a été fait une fois. Bon, mais l'opposition à chaque fois veut avoir le centre-ville. Or, il est dit que le centre-ville, ça cause problème pour l'économie. Et le président de la Chambre de commerce aussi a donné un point la dernière fois pour parler de la situation en cours. Bon, sur certaines radios, on dit que Baie aussi se trouve dans Lomé. Que là-bas... Est-ce que ce n'est pas vrai? C'est vrai que là-bas, il y a des activités. Pourquoi on envoie ça là-bas? Ça, c'est au ministre seul de le justifier. Mais on peut tenter d'analyser. Oui, moi, ce que je sais, c'est qu'il y a la loi qui dit qu'il faut faire ceci. Dans la même loi, il y a des dispositions qui permettent à l'autorité de... C'est ce que moi je suis en train de dire. Pour le reste, je ne peux pas dire plus. Alors, aujourd'hui, on sait que ce n'est pas la première fois que l'itinéraire est tel que déroulé par la coalition. Ce n'est pas la première fois qu'on déroule cet itinéraire-là et qu'on a toujours marché. Et à chaque fois qu'il y a les forces de sécurité, il n'y a pas eu de grabuge sur ces voies. On aurait peut-être procédé de la même manière qu'aujourd'hui, on n'en serait pas là, en train d'épiloguer et craindre peut-être le pire demain. Oui, bien sûr, parce que à l'allure vont les choses, et il y a de fortes chances qu'il y ait quand même des échauffourées, parce que quand vous prenez du côté des manifestants, il y a cette détermination à maintenir. Il y en a qui nous ont un peu souvent sur la radio, ils sont déterminés à être sur le point de l'aliment. Va seulement on est ici. Même voilà, de la même. Les pneus sont prêts. Non, parce qu'on va pas les pneus. Ça dit qu'on ne va pas à une manifestation avec des pneus. C'est pas moi qui les montre. Non. Moi, je viens de passer. J'ai toujours donné l'exemple des élèves qui sont souvent dans la rue. J'ai vu aussi des pneus quelque part. Vous avez pas dit c'est prêt ça? Non. Moi, je ne suis pas content de voir ça. Voilà. Les gens n'ont qu'à manifester pacifiquement. C'est parce qu'on essaie de les réprimer. Que s'ils sortent pour aller chercher des pneus. Aujourd'hui, il y a une différence. Ce n'est pas une interdiction. Ce n'est pas personne ne dit ça. Ça ne ressemble pas à une interdiction, ce qu'on est en train de voir là. Non, mais c'est ce que je disais. Donc, il y a cette détermination du côté aussi des forces de l'ordre. Eux aussi feront tout pour maintenir l'ordre, pour rétablir l'ordre au cas où les rues venaient à être, en tout cas, prises en otage par les vandales. Parce que je parle de vandales, ceux qui vont tenter de brutaliser les gens, de brûler les pneus et faire tout ce qui est qui n'est pas normal pour la quiétude dans la ville. Donc ça c'est sûr. Bon, maintenant quand je prends un peu le ministre Boukbessi, c'est que je ne le vois pas très constant dans sa façon de gérer l'administration territoriale. Il n'est pas constant.
Là, il faut le relever. Parce que quand vous êtes un ministre de la République, vos arguments doivent être des arguments constants et qui se basent vraiment sur certaines réalités. Autrefois, on nous a dit que c'est par respect au président ghanéen qu'on a refusé que les gens ne marchent pas et qu'on voudrait que, selon l'accord scellé et que le dialogue est en cours, on ne voudrait pas qu'il y ait ceci. Maintenant, on accepte la marche sans que le président ghanéen ne dise s'il a été embêté ou pas par l'attitude des opposants. Maintenant, on parle des riverains. Et au-delà même des riverains, on va maintenant vous dire qu'on accepte la marche, ce qui voudrait dire que, entre-temps, l'argument servi comme quoi on devait exaspérer le président ghanéen ne tient plus. Vous voyez, quand c'est comme ça, ce n'est pas bien. Il faudrait que le ministre Boukpessi soit constant sur les arguments qu'il avance pour interdire ou autoriser les marches. Ça va amener les populations à croire en ce qu'ils disent. Mais quand c'est versatile, tantôt c'est ceci, ça crée de la confusion et les gens n'ont plus foi en tout ce qu'ils nous servent. Donc c'est un effort de constance que nous demandons de la part de nos dirigeants, de faire cet effort-là pour que dorénavant, lorsqu'il y a quand même des situations qui se posent dans le pays, ce qu'ils disent puisse être aussi pris comme valable et accepté par les populations. Alors, non, 10 secondes. Oui, quand il parlait il dit que c'est riverain. Demain, c'est les oiseaux migratoires qui vont passer, donc on va arrêter les marches. Non, c'est ça. Pas ça. Demain, c'est les oiseaux migratoires. Et en plus, peut-être, c'est les vaches et les transhumants qui vont passer. Donc, c'est ça. Il est inconstant. Messieurs, on va marquer une petite pause. On se retrouve après. Taxi FM. Le monde en une radio. Taxi FM. Taxi FM. Taxi Presse. Retour en studio avec mes confrères pour la seconde partie de Taxi Presse. Fiorkulu à Danglenou, à Ibrahim, Thierry Afanoukou et Ambroise Ponjo. Thierry, à vous la parole. Attention. Pour la coalition, c'est une forme d'interdiction prononcée par le gouvernement togolais par rapport à la manifestation. Le gouvernement dit non, nous délocalisons juste la manifestation dans le seul canton de Bel. Oui, la coordinatrice de la C14 l'a dit que c'est une interdiction déguisée. Et tout ça là, ça ne fait pas sérieux parce que c'est vrai, les gens ont raison de se plaindre au ministre comme quoi les manifestations les dérangent. Et selon les articles cités par le ministre, il a aussi la possibilité de faire des propositions d'itinéraire, sauf que ça doit se discuter entre les deux camps et non que cela leur soit imposé. Et la question que je me pose, si les riverains des itinéraires initiaux sont dérangés, est-ce à dire que du côté de Bel, les gens ne seront pas dérangés? Ou le ministre tente de nous faire croire que à Bel, c'est des sous-hommes là-bas. Peut-être Bel, un quartier de l'opposition. Mais même qui vous dit que qui vous dit que à Bel, il n'y a pas de militants du NIR? Qui vous dit qu'à Bel, il n'y a pas de militants du NIR? Donc il faut repenser les choses. Cette façon de faire du ministre là doit être revue. À un moment donné, on a interdit les manifestations au niveau de Décon. On a donné des raisons, tout le monde a compris. Mais le fait de chercher tout le temps à empêcher les gens de manifester leur ras-le-bol, de dire ce qu'ils ont sur le cœur, je crois qu'à un moment donné, ça va exploser et ça ne va pas nous arranger. Comme ils ont toujours l'habitude de faire, ils n'ont qu'à accompagner les manifestants et je crois que tout va bien se passer. Vous avez vu l'image qu'on a renvoyée au chef d'État lorsqu'ils étaient là dans le cadre du sommet de la CEDEAO. Ça tirait dans tous les sens alors que là où se
déroulait le sommet n'est pas loin hein, de la... Oui. Et depuis là, ils ont eu écho de ce qui se passait. Il faut que on évite toutes ces choses-là. Et puis, juste placer un mot également à l'endroit de la C14. Je crois que il faut aller maintenant au-delà des marches. Le rapport de force a été ou est déjà créé. Il faut trouver des alternatives pour qu'on puisse aller rapidement à ces réformes constitutionnelles et institutionnelles. Et surtout, hein, obtenir l'alternance politique comme il le souhaite, et les marches pour marche, je crois que ça va finir par enlacer les Togolais. C'est ce qu'ils ont fait par le passé. Ils ont découragé beaucoup de Togolais qui ne se sentent plus concernés par qui ne se sentent pas concernés par les questions électorales, et ça désavantage l'opposition. Vous savez, ils étaient dans une démarche d'insurrection. Hein, il faut le dire, le 19 août, ça n'a pas marché, et ce qui ne regarde pas, ou bien ce qui ne voit pas, c'est que la bête qui a été atteinte en chose là le 19 août, cette bête là est en train de guérir, hein, de penser ses plaies, et est en train de revenir en force. Il faut être vigilant, prudent, pour ne pas passer à perte et à profit ce qui s'est passé depuis le 19 août jusqu'à maintenant. Beaucoup estiment que ça fait 8 mois que cette crise-là dure, et depuis 8 mois, beaucoup de Togolais étaient dans les rues. Ça fait 3 mois qu'on a entamé la discussion politique qui n'accouche rien de potable. Tipi Atedam, qui semble avoir réinventé la contestation au Togo, on ne sait plus où est-ce qu'il est. On l'entend qu'à la veille des manifestations où il galvanise ses troupes un petit peu. Est-ce qu'il ne faut pas, Thierry, afin que le fleuret tout à l'heure, le matin dans Taxi Midacho aussi l'a dit, est-ce qu'il ne faut pas refaire le système, donner une autre alternative à la lutte pour pouvoir évoluer maintenant? Oui, et juste avant Ambroise, je crois que aujourd'hui l'opposition a une oreille attentive au niveau de la communauté internationale. Vous avez vu le dernier communiqué de la CEDEAO. Je crois que ce communiqué non seulement a avantagé le pouvoir, mais aussi l'opposition. Donc il faut saisir le ballon au bon, et pour que on puisse nous aider à aller à l'alternance. Très bien. Ambroise Ponjo. Oui, je crois que repenser l'alternative crédible aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas ça? L'histoire des peuples qui ont découvert la démocratie est forcément passée par la liberté au niveau des manifestations. Je ne vais pas donner le cas récent du Burkina. Vous allez voir, il y a 2 semaines, des dirigeants des pays, que ce soit occidentaux, même en Afrique, il y a peut-être un ou qui ont démissionné. Hier même, il y a un cas qui s'est produit, je ne sais pas si c'est en Lettonie ou quelque chose comme ça. En Arménie, voilà. Donc, c'est dire que la démocratie a une porte, c'est la liberté, c'est les manifestations. C'est la liberté conférée par les constitutions de ces États. Manifestation pour manifestation, Ambroise Ponjo. Oui. Parce qu'on a le sentiment aujourd'hui qu'on manifeste pour manifester. Ça fait 8 mois qu'on est dans la rue, il n'y a pas de perspective. Non. Où est-ce qu'on va aujourd'hui? Oui. Vous savez, à cette dame qui semble avoir réinventé la contestation, on ne le voit plus. Si c'est que les gens avaient tenu dans les idéologies et dans les méthodes de Tipi, je crois que ce régime se serait déjà parti. Quelle était l'idéologie de Tipi? C'est une marche pacifique, mais qui résiste à l'oppression et à l'oppresseur. Et cette marche-là a créé de l'insomnie pas possible à ceux qui nous dirigent aujourd'hui. C'est le fait de s'arrêter à un moment donné, de s'engager dans un dialogue qui a cassé la dynamique de la mobilisation. Vous allez voir au cours de ces manifestations des milliers, des centaines de milliers de gens dans la rue. Oui, mais qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Oui, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Vous savez, chaque peuple doit faire face à ses dirigeants et faire face à la tyrannie de ses dirigeants. Nous sommes au Togo, et ce qui s'est passé au Burkina, les dirigeants qui sont au Burkina ne sont pas ceux qui sont au Togo. Blaise Compaoré, quoi qu'on accuse Blaise Compaoré,
il a de l'humanité en lui. On sent que le gars, il est humain. Pour simplement avoir des au Togo. Il n'y a pas d'humain. Ne connaissez pas des intentions. Je me pose la question. Je voulais savoir si les dirigeants du Togo, vous savez, l'homme est un animal qui est animé de bêtes sauvages et de bêtes cailles. Non, laissez-moi aller. Le loup et l'agneau. Non. Oui, allez-y. Quand vous me voyez, Ambroise, ou Ferclou, qui ne réagit pas, le roux le jour, Ferclou va s'énerver, ce qui va se produire, personne ne saura. Donc l'homme a cette tendance-là. Vous savez, il y a un tigre qui sommeille toujours en l'homme. Voilà. Qui sommeille et qui se réveille tôt ou tard. Le peuple togolais est un peuple de nature pacifiste. Et c'est ce que les dirigeants exploitent pour s'éterniser au pouvoir. Mais ça va arriver à un moment donné où le bouchon sera exempt, le bouchon sera dépassé et ça va exploser. Le premier cas d'avertissement s'est produit en 90. Les gens l'ont mal exploité. Nous sommes toujours dans cette situation jusqu'après 28 ans. Maintenant, ce qui va arriver là, je ne crois pas que ça puisse libérer ceux qui nous dirigent. Donc autant s'entendre avec ceux qui sont en face pour libérer le peuple. Parce que c'est le peuple qui en demande. Bien. Ce n'est pas la coalition. C'est le peuple qui est en souffrance de voir un jour le changement et l'alternance. Est-ce que ce n'est pas l'offre politique crédible qui manque sérieusement pour l'avancement peut-être de la lutte, si on se situe du côté de l'opposition, pour l'alternance réelle quand on est au niveau du pouvoir aujourd'hui? Eric, je peux dire que ça fait 28 ans que la lutte à la démocratie et à l'état de droit se pose au Togo. Et en même temps, ceux d'en face, les opposants, n'ont pas retenu les leçons ou bien les enseignements du passé. La nouvelle configuration est très différente de ce qui s'était passé en 1990. Nous avons goûté au moins à la démocratie, à l'état de droit, aussitôt après la conférence nationale, le premier gouvernement Kofigo et le deuxième. Au niveau du troisième, ce qui est arrivé, c'est leur mésentente et leur propre coup bas qui ont fait que le peuple président Gnassingbé Eyadema a repris le pouvoir en 1994, après l'élection législative de 1993, où l'UTD et le cas avaient la majorité pour avoir l'Assemblée, être président de l'Assemblée, être Premier ministre. Par des calculs politiques, la situation n'a pas été comme cela devait être. Et c'est ce qui nous a amené jusqu'à ce jour. Les jeunes qui ont remplacé les anciens sont dans la même ligne. On est opposants, mais on doit penser... Les anciens sont toujours là. Hein. Ils sont combien? Ils sont peu. Enfin, Maître Yaovi Agbouba est toujours là. Il est revenu, il faut dire qu'il est revenu. Oui, mais il est toujours là, de toute façon. Il n'est jamais parti. Il n'est jamais parti. Bon, donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? La stratégie et l'aura que cette opposition doit avoir pour pouvoir faire adhérer les gens à leur niveau n'y est pas. Ce qui veut dire que l'opposition ne sait par quel moyen arriver à trouver l'alternance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'opposition a créé le rapport de force. On a mobilisé la rue, on a acquis des gens à leur cause, mais on ne sait pas ce qu'il faut en faire aujourd'hui. Ce qu'il va en faire aujourd'hui, parce que depuis... Elle se cherche. L'opposition se cherche aujourd'hui. Et c'est pourquoi j'ai dit une fois dans ce studio que l'opposition aujourd'hui, la coalition des 14, est en situation difficile par rapport à ses militants, compte tenu de ce qui leur a été servi dès les premiers jours de la marche. Sortez nombreux, Fort va quitter. Et Fort est là, il y a 7 mois. Moi, je ne trouve pas ça. Non, c'est une question de stratégie politique. Quand nous parlons de stratégie, c'est comment faire pour damer le pion à l'adversaire. Mais si on est là et on pense qu'on peut, par l'effet de la masse, sortir, marcher, faire du bruit et que l'adversaire qui est à côté va fuir le pays, je pense que les gens se leurrent. Ça s'est passé ailleurs quand même. Hein. Ça s'est passé ailleurs. Les réalités ne sont pas les mêmes. C'est ce que je voulais évoquer. Les réalités ne sont pas ailleurs. Et il faut voir aussi quel genre d'individus nous avons en face. Vous savez, quand on parle du pouvoir, ceux qui sont suffisamment mûrs savent que le pouvoir
est conféré par une population. C'est une population qui vous confère le pouvoir. Et quand on vous confère le pouvoir, c'est pour que vous gérez dans le bien de cette population. C'est que vous fassiez un effort pour établir la justice sociale au sein de cette population. C'est pour que vous fassiez de telle sorte que l'avenir de la nation puisse être appréhendé avec une certaine sérénité. Mais quand on ne vous confie pas le pouvoir, d'abord il y a un problème qui se pose, parce que le pouvoir ne vous a pas été confié, vous l'avez arraché, vous l'avez usurpé, et là vous le faites comme vous l'entendez, comme vont vous le sent, parce que vous n'avez pas de compte à rendre à proprement parler à quelqu'un. Mais pour le cas togolais, c'est que il y a eu des élections qui se sont passées et quelqu'un a été déclaré président. Ce qui voudrait dire que si nous partons sur des résultats, il y a quand même la majorité qui a donné cette légitimité à une personne de gouverner. Je parle d'élection. Je parle d'une élection. Monsieur Ambraz, soyez Ibrahim à la parole. Vous aurez le temps de dérouler aussi votre pensée. Et donc quand vous de majorité. Quand il y a élection dans les résultats, c'est celui qui a eu la majorité qui dirige le pays, n'est-ce pas? Et c'est ce qui se passe un peu partout. Et maintenant, l'opposition fait quoi? L'opposition qui perd les élections ou bien qui veut aussi gouverner le pays se dote d'une certaine stratégie pour venir à bout de celui qui est au pouvoir. Et comment ça se fait? C'est pas par sabotage des actions de celui qui est au pouvoir, mais c'est par une opération de charme pour montrer que nous avons des recettes, nous avons de l'intelligence, nous avons une politique assez efficiente, plus que celui qui est actuellement au pouvoir. Mais et que quand vous muratez cela, j'en arrive. Il y a un régime qui est en place depuis plus de 51 ans maintenant. J'en arrive. Et lorsque l'opposition sait qu'il y a un régime qui est là depuis plus de 50 ans et que dans la masse, il y a un ras-le-bol par rapport à ce régime, ce n'est pas le raccourci qu'on emprunte. Le raccourci, c'est quoi? Le raccourci, c'est de dire que monsieur quittez le pouvoir. C'est le raccourci. Je suis désolé de le dire, nous sommes en démocratie et tout passe par les élections. Tout passe par les mécanismes prévus par la démocratie. Mais quand vous prenez le raccourci, c'est un voie de fait. Et ceux qui sont aussi au pouvoir vont vous opposer des voies de fait pour que vous ne puissiez pas venir à bout de leur, comme on le dit, de leur nomenclature, de leur système. Vous comprenez? Et donc, il faudrait maintenant revoir au niveau de l'opposition, si elle veut vraiment aller venir au pouvoir et proposer quelque chose de meilleur que ce qu'il y a actuellement. Si on en est là aujourd'hui, c'est parce que les gens n'ont plus confiance au processus électoral. Justement, qu'est-ce qu'il y a au niveau de ces élections? Quand on propose justement cette voie pour une sortie de crise, il semble que ça pose un problème. Mais qu'est-ce qu'il y a à faire en matière de démocratie pour venir au pouvoir? C'est les élections. Si vous prenez changer le mécanisme. Tout à fait. Et voilà l'une des stratégies. Voilà. La stratégie voudrait maintenant que l'opposition fasse tout pour avoir de bons mécanismes. Et pour avoir de bons mécanismes, il y a ce que nous appelons l'assistance électorale. Actuellement, nous avons un facilitateur. Dans son pays, il y a un système électoral bien huilé. Si on veut de l'assistance électorale, on peut demander ça au facilitateur. Et il peut mettre l'expertise ghanéenne à la disposition du Togo. Si nous voulons, au niveau de la CEDEAO, nous avons une communauté commune. Si nous avons plutôt une institution régionale qui régente l'espace communautaire, nous pouvons demander de l'expertise auprès de la CEDEAO, dire que le système que nous avons ici en place ne nous convainc pas, mais nous voulons de l'assistance électorale. Venez voir comment nous pouvons mettre sur pied les mécanismes, comment on peut conditionner les kits, comment on peut donner un certain professionnalisme à tous ceux qui travaillent actuellement à la CENI, comment concevoir les urnes et autres là. Je pense que ça serait très bien. Et en dehors de ça, il faut avoir aussi le langage fédérateur. Le langage fédérateur au niveau de l'opposition aujourd'hui. Ça manque. Il y a un langage fédérateur. Et le langage fédérateur, c'est quoi? C'est de tout faire pour que tout le monde se retrouve autour de ce langage. Si aujourd'hui j'entends que 53% par exemple de partisans de Faure Gnassingbé nous souhaiteraient qu'en 2020 ils soient encore candidats. Non, mais ça c'est un sondage. Vous-même savez que c'est un sondage. Oui, bien sûr. Voilà. Et donc, c'est un élément à évoquer. C'est un élément que l'opposition peut utiliser. Ça peut aussi plaire les gens là. Non, mais le problème c'est qu'au niveau de l'opposition, nous le disons, la guerre de leadership fait que jusqu'alors, personne ne veut faire le pas décisif et se mettre vraiment dans la dynamique de créer une certaine force assez
capable de renverser la situation. Merci pour le beaucoup. moment, on a la recette, l'opposition a la recette de l'alchimie, mais jusque-là, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que le langage et la stratégie et beaucoup de choses demeurent encore. Je voudrais juste rappeler... Je vous vois quand Acha parlait, oui, je ne suis pas d'accord sur rien du tout. Je voudrais juste rappeler à Acha... Je voudrais juste rappeler à Acha... Oui, c'est un coup. Elle se télécharge. Je voudrais juste dire à Acha que l'opposition depuis 28 ans ne s'est jamais réunie comme on le voit aujourd'hui. Donc c'est un acquis, il ne faut pas essayer d'aller... La dynamique, il faut encourager. J'adhère à ce que tu dis en dernier ressort, qu'il faut encore créer encore plus d'émulation pour pouvoir booster les choses. Mais je tiens quand même à rappeler à Acha que Faure Gnassingbé n'a jamais été élu par une majorité. Ça, je vais démontrer ça. Comment ça? Oui, merci pour la question. C'est Ntchaba qui devait être président au Togo ici, après la mort d'Yadima. On a tout fait pour bloquer Ntchaba au Bénin. Oui, ils ont fait... Attends, donc on le connaît. Je vais te démontrer ça. Ils ont tout fait pour faire 3 coups d'état dans une même nuit, dans 2 heures de temps. Et ça, c'est Abbas Kaboua qui l'a bien répété, si bien répété tout le temps. Je le suivais sur Canal FM. Et tous, on a vécu ça. Maintenant, quand le gars est venu, on a voulu le chasser, on a voulu le dire parce qu'il y a eu plus de trucs de mort. Ils ont dit non, il peut y avoir des répressions, calmez-vous, nous allons sortir de la crise, on a signé des engagements. Aucun de ces engagements signés en 2006 n'a jamais été respecté. Par rapport à l'épisode de choses, les gens nous suivent parce qu'il faut dire la vérité. Ouais, moi je vais terminer. Il y a eu effectivement, comme il le dit, un coup de force constitutionnelle. Et sous l'effet de la pression de la communauté internationale, M. Faure Gnassingbé s'était retiré. Et Abbas Kaboua, et Abbas Monfo, autant pour moi, a conduit l'intérim. Donc, c'était très important de le préciser. Ça, c'est la parenthèse. Mais Faure est toujours revenu. Pas les élections. Pas une élection. Déjà, vous savez, le 21, quand George Bush, fils, le résultat avait dit qu'il n'a qu'à démissionner immédiatement. C'est ça qui a sonné le glas. Ils se sont retirés. Oui. Mais le gars qu'on voyait partir, il est revenu. Oui. Ça veut dire que ils sont allés passer par les contorsions légalistes. On a créé le chemin. Oui, toi-même tu viens d'employer le mot légaliste. Laisse-moi, j'ai dit contorsion. J'ai ajouté contorsion légaliste. Quand il y a la légalité, il y a plus de... Mais la légalité est déjà violée depuis Ntchaba. Parce que je vous dis qu'on a retranché Ntchaba à la frontière du Bénin. Oui. Lui, même s'il rentre dans Aïla Kondila, c'est le feu qui va descendre pour le continuer. Pourquoi il est arrivé? Et c'est après. Et pourquoi le feu ne l'a pas continué? Non, faut que je sois déjà président. C'était l'objectif visé. Donc le monsieur n'a jamais été président choisi par une quelconque majorité. Ça, il faut voir qu'on se dit. Il est là, moi, je ne veux pas employer les thèmes des politiques, mais je suis journaliste, je suis analyste, je vois ce qui se passe dans le pays. J'ai compris que c'est des gens qui sont là, et ils sont là, ils ne veulent pas partir. Et quand c'est comme ça, devant une cour constitutionnelle qui est mal composée, ne me dites pas qu'il y a une démocratie, il y a une élection transparente au Togo. Et quand on saute le VSAT, les conditionnements techniques qui devraient permettre la traçabilité des résultats, on vous dit que c'est coupé. C'est Togo, ça a coupé. Il y a eu PAM. Ta femme l'a dit. Oui. Nous étions là la nuit. Et il s'est réjoui en levant le doigt après la proclamation des résultats. Il a levé son poing comme ça, en faisant V comme ça. Il avait mal au bras. Il a mal au bras. Oui. Après la victoire de Faure Gnassingbé. Donc c'est des éléments qui démontrent tellement d'incohérence dans la gouvernance au Togo et de manque de démocratie et la présence de Faure Gnassingbé à la tête de l'État. Est-ce que le sondage d'Afro-Baromètre révèle quelque chose de sérieux par rapport donc à la situation que nous vivons aujourd'hui? Oui, je crois que c'est une réalité. Les gens tentent de balayer de revers de mer cette étude-là. Or, de par le passé, ce même institut a fait des sondages et le pouvoir même à un moment donné s'est appuyé sur cela. Et aujourd'hui, quand ça touche leur champion, on trouve à redire là-dessus comme quoi l'échantillon choisi pour ce sondage-là n'est pas conséquent par rapport au nombre d'habitants. C'est pas officiellement prononcé sur le sujet. Pour cette fois-ci.
Oui, mais non. Qu'est-ce qui s'est prononcé là-dessus? Officiellement. Officiellement, non. Officiellement. Quand des militants du UNIR en parlent, ce n'est pas le pouvoir qui s'est prononcé là-dessus. Bon, On va faire un peu attention. oui, mais on sait comment aussi le pouvoir communique des fois. Attention. Qui donne la force au pouvoir? Attention. C'est les militants. Sur ce temps que je vous suis, allez-y. Oui, donc pas de gouvernement. Donc je dis ceci, il faut en tenir compte. Et cela va dans l'intérêt de nous tous. Faure Gnassingbé, aujourd'hui doit nous amener aux réformes constitutionnelles et institutionnelles, et cela va être mis à son actif. Il a l'impérieux devoir de le faire. Il a l'impérieux devoir de nous amener à cette alternance-là. J'appelle, je lance de nouveau un appel à l'opposition et au pouvoir pour qu'ils puissent se retrouver rapidement pour poursuivre le dialogue pour une sortie de crise définitive. Depuis quelques temps quand même. Par rapport au sondage, Fioclo Anglenou. Oui, je ne veux pas demander les critères sur lesquels Afrobaromètre s'est basé pour faire ce sondage, mais je sais qu'un sondage est un sondage. Ça relève un peu, quelquefois, de l'à peu près. Parce que si je prends l'exemple des États-Unis, Madame Hillary Clinton a été déclarée vainqueur, quelles que soient les issues. Mais oui, sauf que M. Fioclo, à un moment donné, il y a évolution. Il y a d'autres critères qui sont rentrés en jeu, qui ont balancé les choses en faveur de l'entente. Donc à l'instant T où ce sondage nous est proposé, non seulement ça, le vote populaire est remporté par Hillary Clinton. Le cas des grands électeurs qui a fait que c'est le président du FBI, quelques jours après le directeur du FBI qui a donné un communiqué qui a fait balancer les trucs. Mais le vote populaire, comme cela se doit, a été en faveur de Bill Clinton. Sauf que les électeurs ont été remportés par Trump. Moi, je voudrais juste ajouter quelque chose. Quand il parlait tout à l'heure, nous sommes devant l'histoire, que c'est Abbas Bonfo qui était... C'est Eric Padé qui était le deuxième vice-président de l'Assemblée. Oui. Non, je parle de ce qui s'est passé. Oui, ça a toujours le coup de force. Non, c'est ça. Ce qui s'est passé. Regarde, je ne parle pas. Écoute, Ambroise, quand M. Nachaba n'était pas là, le premier vice-président était Abbas Bonfo. Oui. Et le soir là, on a fait l'élection, il a désisté parce qu'il s'est proposé pour l'intérim. Donc c'est le deuxième vice-président Eric Padé qui a dirigé les travaux. Et après les travaux qui finissaient aux alentours de 2 heures, tout était envoyé à la Cour constitutionnelle. Moi, j'ai les procès-verbaux. Et qui devait être président en ce moment? Constitutionnellement, s'il n'y avait pas ce barrage, c'est le président de l'Assemblée qui devait assumer l'intérim pour les 60 jours. Mais Abbas Bonfo a pris le poste et à partir du 8 février a organisé les élections du 21 avril et le chef de l'État a eu la présidence le 4 mai 2005. Très bien. Messieurs, il se trouve que Faure Gnassingbé s'est rendu ce matin au CHU Sylvanus Olympio pour lancer la contractualisation du CHU Sylvanus Olympio. C'est quand même une bonne chose que le chef de l'État finalement s'est déplacé dans ce grand centre hospitalier du Togo que beaucoup appellent depuis quelque temps comme un grand corps malade. Non, un grand corps malade. Non, je pense que c'est son nom maintenant. Non, mais il faut dire que c'est pour lancer, comment l'appelle-t-on là, le projet de la contractualisation. Je pense que bon, c'est bien réfléchi par Midi Awa. Il a trouvé que avec cette approche, les choses vont bien marcher au CHU Sylvanus Olympio. Donc vivement que cela soit ainsi, parce que si ça s'avère inexact et si ce projet s'avère inefficace, je me dis que le chef de l'État aurait été encore une fois berné par ses collaborateurs. Donc nous ne souhaitons pas que ce soit le cas. Et la présence du chef de l'État, je pense que pour lancer l'événement, c'était un événement vraiment solennel et il fallait la présence du chef de l'État pour donner un cachet assez
intéressant disons à ce projet qu'on veut dérouler sur le campus et sur le CHU Sylvanus Olympio, surtout que de nos jours ce centre hospitalier est dans la ligne de mire de tous les Togolais qui pensent que c'est plutôt un mouroir, c'est pas un hôpital à proprement parler, et avec tous les problèmes qui s'y déroulent, c'était important quand même que le chef de l'État y soit. Bon, maintenant, est-ce que aussitôt après le discours, comme on a l'habitude de l'entendre, il y aura une visite des lieux? Il semble qu'il s'est promené un petit peu, il est allé jusqu'au niveau de la morgue. Là, c'est déjà intéressant. S'il a fait une visite, je pense qu'il va avoir à peu près l'état. Parce que quand on parle d'un hôpital, il faut voir aussi le cadre, l'environnement. Oui. Et il peut voir à peu près comment cet hôpital de référence-là, dans quel état ça se trouve. Alors, et s'il y a lieu d'aménager, je pense que lui-même, il fera diligence et éventuellement voir est-ce que ça reflète aux hôpitaux qu'ils ont l'habitude de fréquenter sous d'autres cieux. Ça, c'est une autre chose. Hein. Vous parlez de visite. C'est quoi vous mettez dans la visite? Parce que vous dites qu'il est allé au niveau de la morgue. Il y a un chemin qui amène vers la morgue. Est-ce qu'il est rentré dans les salles? Non, je peux pas dans la salle du CHU, si tu veux aller à la morgue, tu dois passer par la pédiatrie. Il y a une porte de sortie au niveau de la pédiatrie et au niveau du contagieux. Dans la salle de la pédiatrie? Non, oui, on peut contourner. Ah, mais c'est moi mon souhait. C'est le chemin. C'est moi mon souhait qu'il aille au niveau. Au niveau de la pédiatrie, il va se rendre compte qu'il y a des enfants qui se partagent. Ils sont 3 voire 4 sur le même lié. Le danger qu'il y a aussi dans ça, c'est que la maladie de certains de ces enfants sont plus graves que d'autres. On les met ensemble et des fois ça affecte. Oui, il y a la contagion et c'est des décès tous les jours. Qu'ils fassent aussi un tour. Ce constat saisissant, la maternité, dans la pédiatrie, pas loin de la mort. Oui, tout ça là, c'est psychologiquement parlant. La mort et la vie qui se côtoient tous les jours. Ambroise Pondio, un commentaire sur la visite de Faure Gnassingbe au CHU, c'est Sylvanus Olympio ce matin. Oui, d'abord, je crois qu'il a choisi le mauvais moment. On a parce que quand la crise couvait depuis plusieurs mois, puisqu'il y avait déjà cette annonce-là de la réforme au niveau des services de santé, qui n'a jamais été organisé, comme le cas de l'éducation d'ailleurs. Mais le fait de choisir de venir est une bonne chose. Sauf que le guide qui devait l'amener, là où il y a des, comment vous l'appelez, des scanners en déconfiture avancée, il y a comment vous l'appelez, des blocs opératoires roulés, des ciseaux, tout ça là, c'est là où on devait l'amener. Sauf que celui qui va l'amener, on va choisir la bonne personne. Pour l'amener comme les chefs d'État étrangers viennent, on l'amène sur les bonnes routes là. C'est ce qui va se faire là-bas. C'est pourquoi j'ai regretté un peu que le Saint-Fort n'ait pas cette vigilance d'indiquer un guide émanant du Saint-Fort pour l'amener comme à Tiwala. Dans les lieux, il y a sensibilité. Voilà. Malheureusement, le Saint-Fort, même j'apprécie même demander que les gens ne soient pas au service. Oui, non, ça j'apprécie ça. Parce que c'est une désapprobation. Oui, pourquoi? C'est une désapprobation de la politique du chef de l'État par rapport à la santé, clair. Ils ont prêté serment pour les certificats de serment. Ça c'est pour les patients. Ici on parle de la gouvernance de la santé au Togo. Monsieur et Faure Gnassingbe qui avait produit d'organiser les états généraux de la santé et de l'éducation depuis plus de 2 ans, rien de tout ça. Vous voulez qu'on vienne l'applaudir? Yo, tu acceptes. Je pense que avec la contractualisation, je pense que les choses vont aller de mieux et vivement que avec cette visite du chef de l'État, oui, avec cette visite du chef de l'État, que ça donne encore un coup d'accélérateur à la modernisation de ce centre hospitalier. Monsieur, merci beaucoup. Fioclou Adanglo, le patron du journal L'Enquêteur, Acha Ibrahim Tanouveau, Ambroise Pondio de Guardian et Thierry Afanoukwe, l'administrateur principal du site Gapola. Merci de nous avoir suivis. Merci à Adja Prosper. Appelez-moi Saint Irrigator. À demain. Taxi FM.